Bonjour à tous. Donc, on va démarrer ce webinaire. Donc, bienvenue à tous à ce webinaire qui est dédié à la sécurité. Donc, je me présente, Laetitia Bulinge. Je suis responsable santé sécurité au travail de la direction Sud-Est. Donc, j'accompagne le réseau d'agences Randstad, également nos clients, afin d'assurer la santé de l'ensemble de nos intérimaires. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagnée de Bertrand Jacquier, donc, qui est consultant chez HRCP et qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure. Alors, quelques rappels pour fluidifier le fonctionnement de ce webinaire. Donc, vos micros et caméras sont actuellement coupés. En revanche, vous pouvez poser des questions sur le chat et donc, on y répondra avec Bertrand dès la fin de cette présentation. Alors, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi avons-nous décidé de consacrer ce webinaire à la sécurité? Eh bien, en fait, nous avons réalisé une enquête auprès de nos clients durant le mois de mai. L'objectif étant de savoir de quel type d'informations vous aviez besoin. Et ce qui est ressorti en tête, c'est la sécurité au travail. Alors, ce n'est pas une surprise, hein, effectivement, ça a été une préoccupation majeure durant cette crise du Covid-19 et un enjeu qui a été quand même fort à la reprise du travail, puisque à la fois à travers les protocoles sanitaires qu'on a dû inventer, mais également les règles de distanciation, les gestes barrières à faire respecter ou encore les équipements de protection individuelle, notamment on peut parler des masques, du gel hydroalcoolique, qui n'étaient pas forcément disponibles sur le marché. Alors, comment en fait on s'y est pris pour construire ce webinaire? En fait, on a décidé de questionner nos agences qui sont au plus proche de vous, mais également de nos talents. Et on en a ressorti de cette enquête 3 éléments qui sont d'ailleurs communs à tous les secteurs d'activité, hein, puisque nous avons interrogé des agences à la fois qui sont spécialisées, certaines dans le tertiaire, d'autres plus sur de l'industrie ou de la logistique, ou encore dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors, on va vous présenter donc ces résultats de la façon suivante. Donc, Bertrand, avec sa casquette de conseil HRCP, vous livrera dans le détail ces 3 enseignements. Et puis moi-même, je vous ferai part de notre expérience terrain chez Randstad, avec les outils que nous avons développés et qui vous inspireront peut-être dans le futur au sein de vos organisations. Voilà, Bertrand, je te laisse du coup la main pour la suite. Merci Laetitia, bonjour à tous, merci pour votre présence. C'est toujours un plaisir pour nous d'échanger sur les enseignements qu'on tire du temps qu'on passe auprès de nos clients. Et là, en l'occurrence, du temps qui est aussi passé par les agences Randstad auprès de leurs clients et qui nous ont remonté beaucoup de matière. La matière intéressante, on va pas tout évidemment vous présenter aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses, mais il se trouve qu'il y avait 3 éléments qui étaient en commun et qui nous apparaissent comme étant importants pour réfléchir à la situation dans laquelle on est et comment on peut aborder ces questions de santé et de sécurité au travail dans l'avenir qui se présente à nous. Je vous propose de nous resituer très très vite dans le temps et dans le contexte. Donc vous n'ignorez pas que nous sommes en train de finaliser une période qu'on appelle le déconfinement. Et ce déconfinement, le fait de sortir de la partie et de la période aiguë de la crise sanitaire, c'est un temps qui va s'étager, selon nous, en 3 parties. Il y a 3 temporalités différentes avec 3 types d'enjeux différents. Le premier étage de la fusée, on en est tous plus ou moins sortis, où voilà, les choses sont en train de se mettre en œuvre. Il a fallu revenir au travail. Revenir au travail, ça veut dire être dans de bonnes dispositions pour revenir au travail. Donc, se sont posées des questions de remobilisation des équipes, de management. Il y a eu quand même des endroits où ça a été plus difficile que d'autres parce qu'il y avait de la peur, il y avait de l'inquiétude. Et puis, il y a eu de grosses interrogations
qui sont survenus chez l'ensemble des collaborateurs pendant la période de confinement, pour ceux qui l'ont connu. Hein, quel est le sens de mon travail? À quoi ça sert tout ça? Pourquoi aller travailler? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est des questions qui étaient présentes et qu'il fallait purger, qu'il fallait mettre en commun au redémarrage. Et puis, il y avait le petit bout de la lorgnette, hein, qui était de coller des scotch par terre, mettre des vitres en plexiglas, organiser les choses pour qu'on soit en sécurité au travail. C'est une période qui commence à être derrière nous, même si tout le monde n'est pas encore complètement sorti de cet étage-là de la fusée. On rentre maintenant dans le deuxième étage, le deuxième temps, qui est un temps délicat. On va devoir maintenant s'habituer les uns les autres à travailler durablement en mode dégradé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fournisseurs n'ont pas tous repris au même rythme. Ça veut dire que la chaîne logistique, elle n'est pas encore complètement solidifiée, hein, avec des pics et des creux dans l'activité de travail. Nous, on voit beaucoup ça chez nos clients, peut-être plus les clients industriels que les autres. Mais il y a des fournisseurs qui ont du mal à livrer. Quand les pièces arrivent, on se jette tous dessus. Donc, il faut organiser cette espèce de variation avec des pics et des creux dans le travail. Et puis dans le mode dégradé, il y a toutes les questions de garde d'enfants, il y a toutes les questions de salariés vulnérables, il y a toutes les questions de comment on travaille ensemble avec des mesures sanitaires. C'est pas facile de bosser avec le masque, hein, c'est le psychologue qui vous le dit. Hein, faire un entretien avec quelqu'un qui est masqué, c'est pas évident. Et il va y avoir un certain nombre de choses qui sont pas comme d'habitude. Ce qu'on sait, c'est que c'est quand les choses sont pas comme d'habitude qu'on a des problèmes de sécurité, bien souvent. C'est quand on fait pas comme d'hab, c'est quand on fait pas avec les personnes qu'on a l'habitude de fréquenter au travail, c'est quand on a des nouvelles façons de faire, c'est quand il y a des changements comme ça que se logent les difficultés, les risques pour que la sécurité se dégrade. Ça, c'est pas nouveau, hein, tout le monde sait ça. Ce qui est nouveau dans la situation, c'est que tout est dégradé aujourd'hui dans beaucoup de secteurs et qu'en plus, ça va durer. Donc, durablement, dans un mode dégradé complet, ça va être des moments difficiles à passer et il va falloir être prêt à réagir en matière de sécurité. Viendra plus tard le temps du troisième étage de la fusée, qui est d'imaginer le travail de demain. Alors dans la presse, partout, on parle beaucoup de ça, hein, le monde d'après. Ok, c'était mieux avant et le monde d'après sera mieux aussi. Dégageons aussi des temps aujourd'hui pour réfléchir au présent. C'est maintenant que les questions se posent et il faudra imaginer les impacts durables de cette crise que l'on est en train de vivre sur le travail, sur l'organisation, sur le contenu du travail, mais c'est peut-être pas la question du moment. Nous, on l'abordera rapidement en fin de webinaire hein, pour vous montrer quand même qu'on a des pistes, mais c'est pas vraiment le moment de parler du travail de demain. Il faut s'organiser aujourd'hui pour travailler durablement en mode dégradé. Voilà pour le contexte. Je vous propose de passer aux trois enseignements qu'on a tirés de l'enquête de terrain qu'on a faite avec les agences Randstad au plus près du terrain. Alors, le premier enseignement a à voir avec la culture sécurité. Culture sécurité, c'est votre principal bouclier par rapport à cette notion d'avoir à travailler durablement en mode dégradé. Ce que nous disent les clients, ce que nous disent les agences, et ce qu'elles nous remontent, c'est que les entreprises qui étaient habituées à travailler la sécurité, à travailler la prévention, à en parler, qui avaient un fond de culture santé et sécurité fort, s'en sont plutôt bien tirés dans la mise en œuvre de la prévention et s'en tirent plutôt bien sur cette période qui s'ouvre de mode dégradé. Et qu'en revanche, les entreprises moins en avance ou qui avaient moins l'habitude de parler de ça ont eu plus de difficultés et ont toujours plus de difficultés. Alors ça paraît un peu bête à dire, mais c'est quelque chose d'extrêmement important et qui peut guider votre réflexion dans les semaines et dans les mois qui viennent. Il y a un mot qui est venu à la mode, alors c'est un mot d'ingénieur, donc je me l'approprie assez facilement, c'est le mot de résilience. La résilience, c'est la capacité à résister à des chocs, c'est la capacité à absorber des chocs et à continuer quand même à garder les mêmes propriétés malgré les chocs. Si on voulait être résilient, le principal facteur de résilience en matière de sécurité et de santé au travail, c'est les réflexes. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est le fond, c'est ce que nous, on va appeler la culture. C'est tout ce qu'on n'a pas besoin de se dire parce qu'on sait qu'on doit le faire, parce qu'on sait comment le faire, parce qu'on a l'habitude de le faire. Ça peut paraître une question compliquée, hein, la question de la culture. Qu'est-ce que la culture? Le sociologue disait, quand j'entends le mot culture, je sors mon fusil. Moi, quand j'entends le mot culture, je sors mon modèle. Et je vous propose le modèle suivant. Vous avez ici la représentation de deux cercles. L'un, celui de gauche, c'est qu'est-ce qu'un comportement de sécurité vu par moi, vu par les personnes, vu par les gens qui travaillent.
Et puis un deuxième cercle qui est qu'est-ce que la sécurité quand elle est décrite par les règles? Et bien, ces deux notions ne sont pas toujours bien alignées. Et c'est ça la question de la culture. Par exemple, je peux être dans la partie gauche là, de mon schéma, je me crois en sécurité, mais je ne respecte pas les règles. Par exemple, bah, je roule à 100 au compteur sur une route nationale qui est limitée aujourd'hui à 80. Bah, moi, je me sens en sécurité, je me dis, écoutez, ça va, je maîtrise mon véhicule, je suis un bon conducteur, il fait beau, la ligne elle est droite, il n'y a pas de, il y a pas de tracteur sur la route, etc. Je vais rouler à 100, je crois vraiment que je suis en sécurité. Par contre, je respecte pas le code de la route et les règles de sécurité. À l'inverse, dans la partie la plus à droite, bah, l'entreprise peut me dire de porter des équipements de protection individuelle, des gants, un casque ou autre, dans un contexte bah, qui ne le nécessite pas forcément, et peut-être que ces EPI bah, entravent mon travail et créent d'autres risques. C'est des choses qui arrivent. Donc là, je respecte les règles, mais moi, je ne me sens pas en sécurité. Donc, vous voyez, il peut y avoir des écarts comme ça. Eh ben, travailler sur la culture de sécurité, c'est travailler à faire se dire ces deux cercles-là, de manière à ce que je me sente, moi, en sécurité quand j'applique les règles, et que les règles, quand je les respecte, fassent que je me sente en sécurité. Et il y aura toujours des effets de bord, hein. Il y aura toujours la petite action, la petite habitude qu'on a parce qu'on pense qu'on fait bien. Mais il faut limiter ces effets de bord et c'est ça, travailler la culture de sécurité. Et les entreprises dans lesquelles les cercles sont le plus alignés sont les entreprises qui ont le plus de résilience, pour reprendre ce mot qui est à la mode aujourd'hui, et qui ont au final vécu de la manière la plus transparente la question du déconfinement et du retour au travail et de l'application des mesures sanitaires. Parce qu'il y a des choses qu'on s'interdit, mais on est d'accord pour se les interdire. Il y a des choses qu'on s'autorise, mais on sait qu'on peut se les autoriser. Comment on obtient ça? C'est un travail de longue haleine, hein. Pour obtenir des résultats de sécurité, il faut quand même du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a un travail de fond à faire. Mais il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. La première, c'est qu'il faut organiser la discussion là-dessus. Parce que la culture de sécurité, ça ne se décrète pas, hein, ça ne s'organise pas par un décret, ça se co-construit. Donc il faut l'organiser avec les personnes, co-construire les règles, ça c'est le deuxième point. Et puis alors profiter de l'apparition de ces règles sanitaires et de cette nouvelle norme qui s'impose à nous, bah, pour discuter avec les équipes de comment on va le faire, qui fait quoi, comment on le fait, quelles difficultés ça pose, et de mettre en évidence ces difficultés qui sont posées par l'application des règles sanitaires. Voilà le premier enseignement. En situation dégradée, les réflexes, la culture, c'est le premier rempart contre le risque. Travaillez votre culture, travaillez vos réflexes et vous serez prêt à un reconfinement, en espérant qu'il n'arrivera pas, bien sûr, à une deuxième vague et à tout autre événement qui pourrait survenir dans la vie de l'entreprise. Je te rends la parole, Laetitia. Merci Bertrand. Alors, comment on s'y prend chez Randstad, du coup, pour maintenir cette sécurité en mode dégradé? C'est vraiment une question à laquelle on essaie de répondre en permanence dans le groupe, parce que c'est le propre de notre métier, en fait, d'avoir ces situations changeantes, et c'est le propre de ce que vivent aussi nos intérimaires. Si je vous prends par exemple une délégation sur un poste par exemple de maçon sur un chantier du bâtiment, on n'aura pas un chantier qui sera identique. Donc on va avoir un environnement de travail, on va avoir des tâches qui vont changer et par conséquent des risques et des moyens de protection aussi qui vont être différents. Si je prends l'exemple aussi d'un poste en entreprise, que ce soit en industrie ou en logistique, bah, la vie en entreprise fait que les situations au fil de l'eau peuvent évoluer. J'ai une ligne de fabrication en panne, j'ai une commande urgente, j'ai une personne qui est absente. On a des glissements de tâches et du coup, par conséquence, on va avoir des risques là aussi qui vont changer. Alors, durant cette crise, en fait, comment on s'en est sorti chez Randstad? Alors, grâce effectivement à notre culture sécurité, pour rebondir par rapport à ce que disait Bertrand, grâce à cette culture, grâce à nos process et à nos outils, on a pu s'adapter très rapidement. Non, Bertrand, je suis encore sur la diapo d'avant. On a pu s'adapter très rapidement finalement à la situation, puisque du coup, on a développé notamment une sensibilisation sécurité sur le Covid-19 pour nos intérimaires. Nous avons aussi créé un questionnaire en fait à destination de nos clients pour identifier les protocoles sanitaires en place. Alors, comment on fait chez Randstad pour justement faire en sorte de maintenir au maximum cette sécurité? Eh bien, c'est en ayant un œil qui soit rivé sur le travail réel. Alors, comment on fait pour avoir justement
enfin, en tout cas sur les réalités du terrain, eh bien par 2 points. D'abord, en fait, par une bonne connaissance de nos clients. Ça passe par une relation étroite qu'on va entretenir avec eux, mais aussi par une bonne connaissance des postes sur lesquels on va déléguer. Et notamment, on a un outil en interne qui s'appelle l'étude de poste, qui est sur tablette, et qui va nous permettre d'analyser sur le terrain avec nos clients les tâches, l'environnement de travail, les risques, les moyens de protection, mais aussi le profil de candidat qui va être attendu par le client. C'est-à-dire en termes d'expérience, de formation, d'habilitation, de CACES. Et c'est un outil qui est facilement adaptable et d'ailleurs qui a été adapté par rapport à la situation du Covid-19 pour pouvoir intégrer justement notamment les protocoles sanitaires. Ça passe aussi par une bonne connaissance de nos talents. Et là aussi, en entretenant une relation en permanence avec eux, en ayant également un suivi de leur dossier de candidature, mais on leur fait passer aussi des tests métiers pour évaluer les compétences métiers, mais aussi des sensibilisations sécurité par secteur d'activité pour évaluer les connaissances sécurité par secteur. Et puis enfin, donc, un outil que je vais vous présenter maintenant qui s'appelle la fiche de déroulement de mission. Alors, c'est un outil qui, Bertrand, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, super, merci. Donc ça, c'est un outil, c'est pas un outil de contrôle, cette fiche de déroulement de mission. C'est un outil qui nous permet de rester en lien avec nos intérimaires. Comme vous le voyez, en fait, on va questionner nos intérimaires à plusieurs moments de leur mission, à la fois sur l'accueil en agence, également en entreprise, et puis aussi tout au long du déroulement de la mission. Et l'objectif en fait de cette fiche, c'est ensuite d'être en capacité de pouvoir présenter à nos clients une synthèse en fait qui est représentée sous forme d'araignée, du coup qui va s'afficher à l'écran et qui va permettre en fait de pouvoir identifier très facilement les points forts au sein de l'agence, dans l'entreprise, mais également de co-construire avec nos clients des plans d'action d'amélioration. Donc voilà le partage que je souhaitais vous faire sur ce premier enseignement qui concerne la culture sécurité. Bertrand, je te laisse poursuivre sur le deuxième volet. Merci. Alors le premier enseignement était sur cette notion que la résilience se loge dans la culture, dans les réflexes et dans le fond. Maintenant, je vais parler un peu plus de la forme. Alors, vous allez me dire, la forme, c'est toujours un peu de fond qui remonte. Le deuxième enseignement de cette étude qu'on a faite auprès des entreprises clientes des agences Randstad qu'on a appelées, c'est de rester pragmatique. Alors, rester ou devenir pragmatique. Ce que nous disent les agences, c'est, elles utilisent beaucoup ce terme, il a fallu être pragmatique. On s'est appuyé sur l'intelligence des gens, on s'est appuyé sur les collectifs. Il a fallu trouver alors le mot qui revient souvent, c'est bricolage. Alors nous, on va dire solution opérationnelle, ça fait un peu plus intelligent. Mais on a créé des fiches, on a créé des guides, on a réfléchi à comment faire pour avoir une vraie animation de la question de la sécurité pendant le confinement et au déconfinement. Et puis, on a pas mal d'exemples d'entreprises qui ont mis en place des causeries. Alors, à l'occasion, on faisait un point, on se réunit et puis on discute d'où on en est. Des nouvelles mesures, des mesures qui nous semblent plus nécessaires, de celles qu'on a un peu du mal à appliquer puis qu'il faudrait qu'on rediscute. Et tout ça, on nous a dit, mais c'est des choses dont on parlait depuis longtemps. Soit on essayait de mettre en œuvre ce type d'outils, ce type de rencontres, ce type d'événements, ou d'indicateurs, ou de fiches, ou de causeries. Soit on essayait depuis longtemps, mais on n'y arrivait pas. Soit on se disait un jour il faudra, mais on n'en voyait pas forcément l'intérêt. Et ben là, on en a vu l'intérêt et on l'a fait. Le problème des outils, souvent ça fonctionne, mais quand les outils ça fonctionne pas, c'est qu'on a deux types de sujets. Soit les outils sont imposés, donc on va imposer une causerie par semaine, et pourquoi pas d'ailleurs sur un thème imposé qui n'est pas forcément lié avec le travail. Moi, quand j'étais manager dans l'industrie, on m'a demandé de faire une causerie sur l'absorption des ondes de Wi-Fi par les plantes vertes. C'est sujet à caution et ça n'intéressait pas les gens. Dans le contexte dans lequel j'étais, ça n'intéressait pas les gens. Et là, on a du mal à voir l'utilité de la démarche, on a du mal à la décliner et ça devient une contrainte.
Deuxième type de problème qu'on peut avoir, c'est qu'on se dit, bah, ça, c'est pas pour nous, c'est pour les grands groupes, c'est pour les gens qui ont des services très structurés, il y a toute une administration derrière, il y a toute une bureaucratie à mettre en œuvre, il faut créer des causeries, il faut créer des outils, il faut les faire vivre, il faut renseigner des outils Excel, on n'a pas le temps, etc. Voilà les deux écueils qu'il faut éviter. Et la manière de les éviter, bah, c'est une fois encore d'aller demander aux experts du travail, c'est-à-dire ceux qui connaissent le mieux le travail, ceux qui en sont les experts, qui sont capables d'en parler et qui sont capables de dire voilà ce qui est important aujourd'hui dans les tâches qui sont à faire dans l'entreprise. Et les experts du travail, bah, il n'y a pas de secret, hein, c'est ceux qui le font. C'est ceux qui font le travail qui en sont les experts. Qu'ils aient besoin d'un accompagnement pour déterminer quel est le bon outil, quelle est la bonne manière d'appréhender le sujet de sécurité, évidemment, puisqu'ils ne sont pas experts de la sécurité, ils sont experts du travail. Mais il ne faut pas imaginer que les experts de la sécurité vont pouvoir se substituer à ce que ceux qui font le travail ont à dire, ont à questionner, ont à mettre en évidence, ont à mettre à discussion sur le contenu de leur travail. Et donc là, ce que le Covid nous a obligés à faire, les uns les autres, c'est à créer des outils de terrain, quick and dirty, hein, comme disent les informaticiens. Il a fallu créer des choses un peu bancales, un peu pas finies, pas forcément jolies sur la forme, pas forcément avec tout le suivi qui va bien derrière, mais qui faisaient sens pour les gens, qui leur ont donné à voir et qui leur ont donné surtout à discuter des vrais sujets qui se posent à eux dans leur quotidien. Donc les outils, quels que soient les outils, fiches, guides, causeries, suivi, indicateurs, rituels, hein, les différents rituels de sécurité, visites de sécurité, visites comportementales, etc. Tous ces outils-là peuvent être co-construits par le terrain. S'ils sont co-construits par le terrain, portés par le terrain, alors ils dureront dans le temps, alors ils auront une efficacité. Et donc l'enseignement de tout ça, et ce que nous disent les gens qu'on a appelés au téléphone, c'est au fond, ce qu'on a su faire pendant le confinement, on doit pouvoir le faire tout le temps. Et donc laisser tomber tout le cadre administratif et tout le cadre de complexité qu'on peut mettre parfois autour des outils pour arriver sur des choses simples, opérationnelles et qui sont vraiment reliées au vécu du terrain. Ce qu'on a su faire pendant la période dégradée, on doit pouvoir le faire tout le temps avec les mêmes résultats et ça a plutôt été des bons résultats. Voilà pour ce deuxième enseignement. Je te redonne la parole, Laetitia. Merci Bertrand. Alors donc, qu'est-ce qu'on a mis en place du coup dans le groupe comme solution, comme tu le disais, pratique, pragmatique? Alors par exemple, en interne, on a un réseau de préventeurs qui va être à la fois composé de responsables santé-sécurité au travail, dont je fais partie, hein, qui vont être répartis sur tout le territoire national. Mais on a aussi, et comme tu le disais, des experts en fait métiers. C'est-à-dire, on va avoir des responsables d'agence, des consultants en agence qui vont aussi avoir une casquette de référent prévention. Et l'objectif de ce réseau, finalement, il est multiple. C'est de développer les compétences sur la thématique de la prévention en agence pour déléguer en sécurité nos intérimaires. Et là, on va le faire à travers des ateliers, par exemple, d'études de poste sur le terrain, mais aussi d'analyse d'accidents de travail chez nos clients. C'est également d'accompagner nos clients sur les événements clés, notamment, par exemple, des événements qu'on a pu faire dernièrement, des événements prévention ou juridiques, mais également accompagner nos clients lors de journées ou semaines de la sécurité. Et enfin, c'est aussi échanger avec nos talents. Donc, ça aussi, c'est un point fort du réseau. Par exemple, avec les causeries sécurité, on va justement mettre en place des causeries, soit en agence, soit directement chez le client, par thématique. Voilà, en fonction de l'accidentologie, mais aussi de demandes spécifiques de clients. Et par exemple, voilà, on a déjà fait des causeries sur le thème des gestes et postures, par exemple, puisqu'on sait que voilà, ça fait partie des premières causes d'accidents de travail. Mais également, tout dernièrement, j'ai une collègue qui a animé avec une agence en fait un atelier sur le thème des mains, parce que justement, c'était une demande du client et une problématique chez lui. Ensuite, donc, je souhaitais aussi vous faire part, en 2016, on a expérimenté sur le Sud-Est ce qu'on appelle en fait les ambassadeurs prévention. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait à destination de nos CDI intérimaires volontaires qui, du coup, vont avoir cette casquette d'ambassadeur prévention. Donc, on a souhaité les faire monter en compétence sur le sujet de la prévention
Et ce, dès 2016, ils ont bénéficié d'une formation, une première formation de sauveteur secouriste du travail. Et puis, l'année dernière, on a monté une autre formation, notamment qui s'appelle les clés de la sécurité. Et cette formation, donc, abordait plusieurs points, à la fois le port des EPI, notamment en fonction des risques, donc savoir quel type de gants je dois porter en fonction du risque auquel je suis exposée. On avait également les bonnes pratiques pour le port de charge ou encore oser faire remonter des situations dangereuses. L'idée derrière, en fait, c'est que ces ambassadeurs prévention aient un rôle multiple, à la fois qu'ils puissent accueillir de nouveaux intérimaires en agence et notamment plus particulièrement sur le volet prévention, qui puissent partager avec eux leur expérience et leur vécu, mais aussi qu'ils puissent participer à l'animation de causeries, avec l'agence, soit en agence, soit chez un client. Et puis enfin et surtout, être un vrai relais prévention au sein de l'entreprise, en échangeant avec d'autres salariés, mais aussi en proposant des solutions d'amélioration ou encore en faisant remonter des dysfonctionnements. Donc, c'est vrai que cette expérimentation a été une vraie réussite sur le Sud-Est et il a donc été décidé au niveau national de la déployer. Donc, c'est ce qui va être fait prochainement sur tout le territoire. Donc, d'avoir effectivement des ambassadeurs prévention, experts du terrain et qui est une vraie du coup plus-value sur le sujet. Bertrand, je te laisse poursuivre sur notre dernier enseignement. Merci Laetitia. Le premier enseignement avait à voir avec le fond, la culture, les réflexes, la bonne compréhension et la bonne adéquation entre les règles et le vécu des personnes au travail. Et ça, c'est vraiment un point de départ très important et qui mérite qu'on en discute. On pourrait consacrer beaucoup de temps sur ce sujet-là. Le deuxième enseignement était plus sur la forme. Restez pragmatique, faites du co-construit, faites du quick and dirty. Ce sera toujours mieux d'avoir du quick and dirty que de rien avoir du tout. Quick and dirty, ça veut dire vite et sale. C'est pas une très belle expression, c'est une expression qui vient de l'informatique pour dire que des fois, il vaut mieux avoir des solutions qui fonctionnent que des solutions bien pensées, bien conçues, avec tous les tenants et les aboutissants, mais qui nous demandent une énergie considérable pour un résultat un peu limité. Eh ben, je viens de réaliser, mais seulement maintenant, parce que en fait, je n'avais pas réalisé jusqu'à présent, que le troisième enseignement, c'est un peu le liant de tout ça. On nous a beaucoup parlé de l'humain, des relations humaines et de tout ce que la période de confinement et de déconfinement avait mis en évidence de ce point de vue-là. Et ce que nous ont dit les équipes était de deux ordres, et on s'est demandé s'il y avait une relation de cause à effet entre ces deux choses ou si c'était une simple coïncidence. Aujourd'hui, moi, j'ai pas l'analyse sociologique, j'ai pas la cohorte pour faire une étude avec toutes les mathématiques qui vont bien, pour vous dire que l'un est lié à l'autre. Je n'en sais rien. Donc, c'est peut-être une coïncidence. Mais quoi qu'il en soit, il y a une corrélation. Donc, on nous a dit, il y a eu plus d'humains que d'habitude. On a fait des mails, on a pu échanger plus de mails avec les gens qui étaient confinés, comment on garde le lien avec les gens qui sont confinés ou qui étaient en activité partielle. Mais on a fait plus de liens aussi en interne. On s'est échangé des textos entre les deux équipes, équipe du matin, équipe du soir, pour se dire il y a eu tel problème, il y a eu tel souci, il y a ça à faire. L'accueil des travailleurs temporaires et puis l'accueil des personnes qui rentraient dans l'entreprise était plus approfondi. On prenait plus le temps de montrer les risques, de montrer les facilités, parce que la machine à café, elle était condamnée. Donc, comment tu fais la question du réfectoire, la question de l'entrée, de la sortie, des choses, on prenait le temps de se parler. Et puis, on avait des temps d'échange qui étaient plus faciles à provoquer, parce que paradoxalement, et ça, c'est ce qu'on nous dit, l'ambiance pendant le confinement et au début du déconfinement était moins tendue. Comme de toute façon, on savait que c'était compliqué, comme de toute façon, on savait qu'on allait avoir plein de problèmes, on ne se mettait pas la pression, comme on dit vulgairement, et puis on essayait de traiter les sujets au fur et à mesure qu'ils arrivent. Plus de temps d'échange, plus de dialogue, plus d'informations échangées, textos, mails, petites causeries sécurité dont on parlait tout à l'heure, et en même temps, on a eu moins d'accidents. Moins d'accidents quand on ramène au nombre d'heures travaillées. Bien sûr, il y a eu moins d'heures travaillées. Et on s'est dit, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas un lien
entre le fait qu'on a été plus proche, plus humain, plus dans la relation, dans la qualité de la relation, dans l'écoute, dans le partage, dans l'explication, dans le fait qu'on s'assure que les autres ont bien compris ce qu'on a envie de leur dire et que tout ça, ça va bien fonctionner, plus en écoute sur la qualité des relations et en même temps avoir moins d'accidents par rapport au nombre d'heures travaillées. Et ça nous amène à dire une chose que nous autres psychologues du travail, évidemment, on porte et qu'on a envie de partager le plus largement possible, c'est que les temps d'échange ne sont pas des temps perdus. Les temps d'échange, l'informel, le fait de pouvoir discuter des sujets librement, à bâton rompu, à l'occasion d'un café, à l'occasion d'une visite terrain qu'on peut faire les uns avec les autres, ce ne sont pas des temps perdus, ni pour la santé, ni pour la sécurité, ni pour la performance. Parce qu'en vérité, ce sont les deux faces d'une même pièce. La santé et la performance sont toutes les deux des conséquences du fait que dans le travail, il y a des tensions. Et quand ces tensions peuvent être explicitées, quand elles peuvent être débattues, quand elles peuvent être mises en controverse, alors on améliore les choses, on diminue les tensions et on améliore à la fois la santé et la performance. On a vu que pendant le confinement et le début du déconfinement, il y a des cadres qui avaient évolué. Je raconte un peu souvent cette histoire, mais moi j'ai été chercher mon drive de course, là, mon cabas. Au début du déconfinement, je demande au petit jeune qui me livre, je lui dis alors comment ça se passe votre déconfinement? Et il me répond ah bah on voit que c'est le déconfinement, les chefs sont revenus, on a à nouveau tout un tas de choses à faire et qu'on n'a pas fait pendant le confinement. Et en creux, il me disait, on n'est plus dans la relation humaine, on repasse à nouveau par les outils, par le reporting, par le tableau Excel, etc. Et c'est ça qui a pu générer aussi des inquiétudes au moment du déconfinement, de se dire, mais ces relations qu'on a réussi à construire et cette manière qu'on a eue de travailler ensemble de manière plus humaine et plus constructive pendant le confinement, il ne faudrait pas qu'on le perde maintenant, il faut qu'on garde ce lien. Alors ça s'organise, hein. Moi je ne vous dis pas qu'il faut organiser des heures et des heures de café et des pauses à n'en plus finir pour avoir des occasions de discussion, mais il faut réinstituer dans l'entreprise des temps de discussion, des temps d'échange informels et et plus formels sur les questions de travail, de sécurité, d'ambiance, de comment on vit les choses et comment on vit le travail au quotidien. Ces temps d'échange, il ne faut pas les voir comme des temps de gaspillage, il faut les voir absolument comme des temps utiles pour gagner en santé, pour gagner en sécurité et pour gagner en performance, c'est-à-dire au fond gagner en confiance les uns envers les autres et confiance dans ce qu'on fait et notre capacité à nous reconnaître dans ce que l'on fait. Donc c'était intéressant de voir que nos agences nous ont remonté de manière unanime, même s'il y avait des points plus spécifiques par secteur, hein, bâtiment, industrie, services, il y avait des points qui étaient en différence hein, sur les unes et les autres des agences. Mais ces trois sujets-là, la culture, le pragmatisme et tout axé ou maximum axé sur les relations humaines et la qualité de la relation, c'était les trois clés pour réussir cette sortie de crise et ce déconfinement dans de bonnes conditions de sécurité. Et c'est d'ailleurs pour nous trois clés qui peuvent être utilisées plus tard et qui ne sont pas que liées à la question du déconfinement, mais en tout cas, c'est ce que les agences y ont appris. Je te rends la parole, Laetitia. Merci Bertrand. Donc là, je vais vous parler du coup de ce que le groupe a déployé dès 2017. C'est une démarche qui s'appelle Human Forward, l'humain pour aller plus loin. Et dans ce cadre, je vais vous présenter en fait un outil qui s'appelle Rand Expérience. Alors, il s'agit d'un outil qui permet de mesurer la satisfaction à chaud, comme on peut d'ailleurs en rencontrer, rien de novateur, hein, c'est ce qu'on rencontre dans la plupart des entreprises d'ailleurs. Et cet outil, en fait, nous permet de pouvoir mettre en lumière à la fois nos points forts, mais également les attentes de nos différentes parties intéressées. Donc, il a été déployé dès 2017 auprès de nos clients. Et puis, depuis le début de l'année 2020, donc on l'a également mis en place pour nos talents. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, on va interroger nos candidats et nos intérimaires à différents moments clés de leur parcours, hein, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la candidature, mais également tout au long de la mission ou également dans le cas d'un recrutement en CDD et un CDI. Et ça se fait effectivement de manière aléatoire. Et donc aujourd'hui, nous souhaitions vous
partager avec vous en fait nos premiers résultats de rang d'expérience talent. Donc, comme je vous le précisais, cette enquête a démarré, enfin ce questionnaire a démarré en janvier 2020. On l'a interrompu pendant la période du confinement et il a repris au mois de juin. Et là, donc j'ai fait un extrait en fait de 2 questions qui nous concernent plus particulièrement puisqu'ils concernent les sujets dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la sécurité et puis l'humain. Et si on regarde de plus près, notamment la première question, qui est chez Randstad, je me sens traitée comme un être humain et non comme un dossier. Donc, on demande à nos talents de répondre avec une note de 0 à 10. On peut voir qu'avant le confinement, on avait une note à 8,7 et qu'après, la note, non seulement s'est maintenue, mais elle s'est également améliorée. Et puis, pour la deuxième question, je me sens en sécurité avec Randstad. Et bien là également, une note avant à 8,6 qui là également s'est améliorée par la suite. Donc, c'est vrai que ça, c'est des résultats dont nous sommes très fiers, en fait, qui sont très encourageants et finalement qui nous démontrent que tout ce qu'on met en place au quotidien, ça marche. Et alors, j'ai envie de dire, bien entendu, c'est perfectible parce que le plus difficile dans tout ça, finalement, c'est d'arriver à maintenir ces résultats et voire de les améliorer. Voilà, donc j'en ai terminé moi avec ma présentation. J'espère que ce partage d'expérience voilà, de ce qui est mis en place chez Randstad pourra vous donner des idées ou conforter aussi des pratiques que vous mettez déjà en œuvre au sein de vos entreprises. Bertrand, du coup, je te donne la parole pour terminer et conclure. Merci. On avait prévu de se dégager les dernières minutes de ce webinaire pour vous donner quelques éléments de réflexion que nous, on a pu construire sur ce fameux 3e étage de la fusée. Quel travail pour demain, quel changement pour demain, qu'est-ce que demain on devra prendre en compte, qu'on ne prenait pas forcément en compte avant la crise, parce que la crise, elle a posé une loupe sur un certain nombre de choses, elle a révélé un certain nombre de difficultés, et il y a évidemment des apprentissages à en tirer. Alors, je vous disais, c'est pas forcément le moment, on va rester un peu vu d'avion, mais on peut se laisser quand même quelques minutes de réflexion sur ce qu'on commence déjà à voir et qu'il faudra qu'on réfléchisse à un moment ou à un autre. Il faudra surtout qu'on réfléchisse à tout ça courant de septembre, parce qu'on va se retrouver dans une situation de crise économique, on va se retrouver potentiellement dans une situation de crise sociale. En septembre, 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail dans un contexte de crise économique majeure. Qu'est-ce que ça va poser comme question? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il faudra qu'on y pense. Je vous ai dit en introduction, c'est pas forcément le moment parce que là, on a des enjeux court terme qui sont quand même forts et Laetitia nous a bien montré que il fallait changer de braquet vis-à-vis de la prévention des risques si on voulait garantir un certain nombre de choses. Mais il faudra quand même qu'à un moment donné, on aille sur ces questions-là. Alors on a aujourd'hui tout un tas d'oiseaux de mauvais augure et toute une presse qui se fait l'écho de croyances et de croyances dans des difficultés qui pourraient nous arriver. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'une démobilisation des gens. On entend et on a aussi un certain nombre de mesures qui sont faites, notamment ici par l'enquête Harris Interactive, qui est une enquête régulière de cet institut d'études et de sondage, qui a été faite en mai. On n'a pas les actualisations sur juin ou début juillet éventuellement, même si on est au tout début de juillet. Mais on nous disait en mai, regardez, les salariés se déclarent satisfaits de leur emploi, on a perdu 18 points. Peu importe d'où on part, la chute, elle est brutale. Un salarié sur 5 qui était satisfait avant la crise ne l'est plus après la crise. 10 points sur l'employeur, sont de moins en moins motivés pour faire de leur mieux, 12 points. Ils recommanderaient leur employeur avec la notion d'image employeur là, qui perd 11 points. Et puis ce qui est plus grave pour le psychologue, c'est des gens qui se disent moins fiers de leur travail, on perd 10 points. Ce sont des variations qui sont importantes et on pourrait se dire, oulala, où est-ce qu'on va et comment on va travailler demain, comment on va parler de ces sujets de santé, puisque là on n'est plus dans la sécurité physique au quotidien des gestes barrières, mais on est quand même dans des questions de santé, on est dans des questions de risques psychosociaux et de santé psychologique au travail. Nous, ce qu'on vous dit, c'est ok, très bien, ces enquêtes, mais ces enquêtes, elles regardent le monde du travail avec les lunettes d'hier.
Il y a plein de choses qui ont évolué pendant la crise et les salariés ont découvert des questions qui ne se posaient pas, ont appréhendé leur travail d'une manière différente et ce ne sont plus aujourd'hui les questions pertinentes pour discuter du travail. Qu'est-ce qu'on a eu comme événement? Qu'est-ce qui a surgi dans l'espace public à l'occasion de la crise sanitaire pendant le confinement et au début du déconfinement? D'abord, il y a eu un débat que je ne vais pas vous refaire sur l'utilité sociale et sur le sens du travail. On a parlé de première ligne, on a parlé de deuxième ligne, on a parlé du travail qui avait du sens ou qui n'avait pas de sens. Et chacun a été amené à s'interroger sur moi, mon travail, est-ce qu'il a du sens? Ce que je fais, est-ce que ça sert? Est-ce que c'est utile? Alors évidemment que en période de crise sanitaire, c'est d'abord les métiers du soin qui paraissent comme étant le plus utiles. Ça ne veut pas dire que les autres sont inutiles. Il y a quand même des choses qu'on fait qui sont utiles dans notre travail au quotidien. Mais un certain nombre de gens commencent à se dire, moi, au fond, tel ou tel métier, je vois pas bien dans quoi ça s'inscrit, dans un projet collectif, social, sociétal ou autre. Au-delà de cette question du sens, ce qui a été mis en lumière, mais là absolument partout, hein, pas uniquement dans la presse et sur les questions de première et deuxième ligne, ça a été mis en évidence dans toutes les entreprises, c'est le travail réel, ce que l'on fait vraiment. Il n'y a pas que les métiers du soin. Alors les métiers du soin nous l'ont dit, les soignants ils nous ont dit, quelque part on a un peu honte, mais on apprécie la période parce que nous on soigne les gens. On a un tube, on met sur le ventre, on fait des piqûres, on soigne, et on n'a plus tout le suivi administratif, de la prescription à l'hôpital. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est quand même extrêmement complexe. Ça n'apporte pas de valeur ajoutée, et ça on nous l'a enlevé. Et aujourd'hui on se concentre sur le soin. Mon petit gars du drive que j'évoquais tout à l'heure, c'est pareil. Il me dit, moi, je fais des préparations en commande, je les donne à mes clients avec le sourire dans le coffre. Ça, c'est mon métier. Tout ce qui est autour, je n'en vois pas forcément le sens. On n'est pas. Alors moi, j'ai l'exemple que je reprends le plus parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est l'exemple des pharmaciens qu'on a autorisé par décret ministériel à produire du gel hydroalcoolique, donc de mélanger de l'eau oxygénée, de la glycérine et de l'alcool. Bac plus 7. Et on leur a donné cette autorisation qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc il y avait le métier, fabriquer du gel, fabriquer des médicaments, livrer, soigner, aider, accompagner. Et puis il y a le cadre. Et ben la nuance, le delta et le fossé aussi qui peut exister parfois entre le cadre du travail et le contenu du travail sont apparus de manière extrêmement forte dans l'ensemble des activités, qu'on soit confiné, qu'on soit en télétravail, qu'on soit en première ou en deuxième ligne. Tout le monde a fait le constat qu'entre le contenu du travail et le cadre de travail, il y avait des nuances et pour certains, des fossés. Et donc, c'est le contenu du travail qui a été mis en évidence. Et ce qu'il faut soigner aujourd'hui, c'est le cadre du travail, parce que les gens sont motivés pour venir travailler, les gens savent venir travailler, mais il faut leur construire des cadres qui ont du sens. Donc, il faut le construire avec eux. Je ne suis pas en train de vous dire laissez tomber tous les cadres. Il faut que l'entreprise elle soit administrée, il faut qu'elle soit gérée. Donc on a besoin de cadres, on a besoin de réunions, on a besoin de reporting, on a besoin d'indicateurs. Bien sûr qu'on en a besoin, mais on a besoin de réunions, de reporting ou d'indicateurs qui soient co-construits et qui surtout fassent du sens pour les gens. Et donc est apparue à l'occasion de tout ça cette loupe que j'évoquais tout à l'heure sur ce contenu du travail. Et la loupe sur le contenu du travail, c'est une loupe sur ce qui forge l'identité, le sentiment d'appartenance. Au fond, nous, ce qu'on se dit, c'est oui, on entend les risques. On entend l'enquête à risque, les gens, ça va pas, ils sont pas contents, ils n'ont pas envie. Ok, on entend. Mais il y a aussi une opportunité, c'est qu'on s'est reparlé du travail et qu'on a libéré d'une certaine façon le travail dans son contenu en le libérant de certains cadres. C'est une réflexion qu'on peut avoir et on peut aujourd'hui aller dans l'entreprise et regarder l'organisation du travail en se posant la question de, au-delà du contenu, est-ce que ce qu'on leur demande de faire, est-ce que ce qu'on fait ensemble, ça fait vraiment sens? Et ça va émerger d'autant plus sur les sujets de télétravail, pour ceux qui ont connu la question du télétravail. La question du télétravail, ça n'est pas et ça n'a jamais été qu'est-ce qu'on fait en télétravail. La question du télétravail, ça a toujours été qu'est-ce qu'on fait quand on va au bureau. Et si ce qu'on fait quand on va au bureau a du sens, alors on va trouver du sens à prendre une partie de l'activité et à la faire en télétravail. Tout ce débat-là, c'est le débat qui devrait nous occuper bientôt. Nous, on forme les vœux les plus sincères qu'on puisse avoir ce type de discussions, qui sont des discussions qu'on a eu beaucoup de mal à instaurer dans l'espace public, moins de mal dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on ne sait pas toujours le faire, mais on a des cadres pour discuter de ça.
En revanche, dans l'espace public, dans les formations initiales, notamment les formations de managers, formations d'ingénieurs ou d'école de commerce, on n'a pas ces sujets-là qui sont mis sur la table, discutés et qui font l'objet d'une controverse. Et donc la crise pourrait avoir libéré le travail. Et nous, on se dit, bah, arrêtons de parler de libérer les organisations, ça c'est peut-être une impasse, et essayons plutôt de libérer le travail en le mettant en discussion. Et on va terminer par une petite boutade, un petit clin d'œil qui, j'espère, vous fera sourire, qui n'a pas d'autre prétention que de vous faire sourire, qui est de se dire, bah, ce débat sur le travail, ce dialogue sur le travail, qu'est-ce qui nous a permis de l'initier? Qu'est-ce qui nous a permis de le mettre en œuvre? Est-ce que c'est la direction générale qui s'est réveillée un matin et qui a dit, allons-y, discutons de ces sujets-là? Est-ce que c'est le consultant? Est-ce que c'est le préventeur? Est-ce que c'est Laetitia ou moi qui avons réussi ça? Bah, pas plus, hein. Et au fond, bah, c'est le Covid, quoi. Ou la Covid, on doit dire, je crois. La Covid qui nous a obligés à discuter de ces sujets-là. Et c'est la crise qui nous a obligés de remettre en discussion la question du travail. Donc c'est une opportunité. On va certainement pas nier tous les risques et tous les défis qui sont devant nous avec cette crise qui apparaît. On va certainement pas nier la souffrance, les difficultés qui ont pu avoir lieu notamment vis-à-vis des gens qui ont perdu des proches ou qui se sont inquiétés pour leurs proches et des gens qui maintenant s'inquiètent pour leur travail et pour leur emploi. Mais profitons de cette opportunité de continuer à rester pragmatique, à se poser des questions de culture, à se demander quelle place doit occuper l'humain au milieu de tout ça et au milieu du travail. Et ça, bah, ce sera quand même un apport positif, puisqu'il faut qu'il y en ait, de la crise que l'on vient de connaître. Voilà ce que nous avions à vous raconter. Je ne sais pas, Laetitia, si tu veux reprendre la parole, ne serait-ce peut-être que pour prendre congé. Oui, je crois que j'ai pu voir qu'il n'y en a pas eu de questions spécifiques sur le chat. Donc, bah, effectivement, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture ce webinaire. Merci à tous les participants pour votre écoute. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci à Au tous revoir. et à très bientôt. Au revoir.